On va maintenant parler du tableau périodique dans lequel on verra trois parties. D'une part, les origines du tableau périodique, c'est un petit aspect historique. Ensuite, on verra ce qui est important, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre la forme du tableau périodique et la structure électronique des éléments qui remplissent ce tableau périodique. Et enfin, on verra une troisième partie dans laquelle on considérera l'évolution de quelques propriétés des atomes en fonction de leur place dans une ligne du tableau périodique. On peut parler des origines du tableau périodique en disant que Mendeleïev, en 1869, connaissait 66 éléments et qu'il a eu l'idée de les classer par masse croissante. En fait, c'était quelque chose de pas très évident, et ce qui est remarquable, c'est que certains éléments que Mendeleïev ne connaissait pas, parce que les connaissances de cette époque étaient celles-là, eh bien il a pu prévoir qu'il y aurait dans son tableau des éléments dont les propriétés pouvaient être annoncées à l'avance. Mais maintenant, on parle surtout de tableau périodique en fonction de la structure électronique. Donc, il est clair que dans ce tableau, aujourd'hui, on part de deux a priori. Dans une colonne, on a tous les éléments qui ont même configuration électronique externe. Je vous ai pris des exemples. Ça va être tous les éléments en NSE1, tous les éléments qui seront en NP2 et ainsi de suite. En fait, les exemples peuvent être multipliés de façon assez significative. En revanche, la énième ligne commence avec le remplissage de l'état NES, donc en NSE1, et finit avec le remplissage de l'état NP, c'est-à-dire en NP6, avec bien sûr une exception remarquable qui est la première ligne, puisque sur la première ligne, il n'y a pas d'état 1P, donc la première ligne commencera en NSE1, en 1SE1 et finira en 1SE2. On va maintenant remplir le tableau périodique avec des cases telles qu'elles sont là. On verra progressivement comment ces cases peuvent se remplir. On se rappelle que le classement des états, le moins énergétique, c'est l'état 1S, puis 2S, 2P. On a vu ceci lors de l'établissement de la structure électronique d'un atome. Eh bien, on va garder ceci pour constituer maintenant, pour remplir le tableau périodique qui est ici, avec les éléments, les uns après les autres. On va provisoirement sauter la première ligne, parce que c'est quelque part un petit peu positionner les éléments de la première ligne pose un certain nombre de problèmes. On va donc passer directement aux éléments de la deuxième ligne, c'est-à-dire aux éléments à partir de Z égale 3. On a vu que le lithium, Z égale 3, c'est 2S2, 1S2, 2S1. Donc cette colonne-là sera la colonne en NS1. Ensuite, eh bien, on va passer à l'élément Z égale 4, pour lequel on va bien entendu finir de remplir l'état S. Mais ensuite, lorsqu'on passe à l'élément Z égale 5, on constate qu'on attaque le remplissage de l'état 2P, on va placer l'élément Z égale 5 ici, et donc cette colonne-là sera la colonne des éléments en NP1. Ensuite, de quoi, bien sûr, les éléments vont progressivement, en rajoutant un électron, remplir l'état 2P. On va donc avoir l'élément 6 pour 2P2, 7 pour 2P3, 8 jusqu'à 10 pour 2P6. Ensuite, eh bien, on a rempli l'état 2P, on va donc attaquer le remplissage de l'état 3S. Et l'élément Z égale 11 va avoir comme configuration électronique globale 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Il va donc être le premier élément de la troisième ligne, et donc on va avoir 11 pour 3S1, 12 pour 3S2. Ensuite, après 3S, on voit qu'on a 3P, donc on va se retrouver ici avec le 13 qui sera 3S2, 3P1, 14, 15 jusqu'à 18 qui sera 3S2, 3P6. À ce moment-là, 3S2, 3P6, on a rempli l'état 3P, on va donc attaquer l'état 4S, c'est-à-dire la quatrième ligne. Et donc les éléments 19 et 20 vont être 4S1 et 4S2. Mais après 4S2, on constate qu'on attaque le remplissage de l'état 3D. D'où ici
les 10 colonnes, puisqu'on sait qu'un état D peut contenir 10 électrons, donc les 10 colonnes que l'on va appeler en n-1D, puisqu'il s'agit du 3D, donc le Z égale 21 viendra ici, le Z en D1, ensuite de quoi, eh bien, tout ceci va constituer la colonne, la ligne n-1D, l'état n-1D, et en fait on va aller de D1 à D10 en mettant les électrons 22, 23 jusqu'à 30. Et donc lorsqu'on sera à l'élément Z égale 30, on aura 4S2, 3D10. Ensuite, après 3D, on attaque l'état 4P, et donc le 31, le 32 jusqu'au 36 vont nous remplir l'état 4P. Quand on a rempli l'état 4P, on arrive à l'état 5S. Eh bien, l'état 5S ouvre la cinquième ligne, donc l'élément Z égale 37 et l'élément Z égale 38 remplissent l'état 5S. Ensuite, eh bien, sans surprise, on retrouve l'état 4D, donc de 39 à 48, on a les 10 éléments, les 10 électrons qui remplissent l'état 4D, donc les 10 éléments consécutifs qui apparaissent ici. Ensuite, eh bien, le 49, donc après le 4D, on retrouve le 5P, on est bien ici, donc le 49 au 54, on passe de 5P1 à 5P6. Une fois qu'on a rempli le 5P, on attaque le 6S, c'est-à-dire le 6S va se retrouver ici avec les éléments de la première ligne, et donc 55 et 56 sont 6S1, 6S2. Ensuite, après 6S, théoriquement, on a le 4F. Mais en réalité, l'élément 57 va être une exception. L'élément 57 va se retrouver avec 6S2, 5D1. Donc l'élément 57 va venir ici. Et l'élément 58, lui, va revenir à un remplissage normal. Et donc l'élément 58, de 58 à 71, on va remplir l'état 4F. On a 14 éléments parce qu'un état F comporte 7 orbitales, donc peut contenir 14 électrons, c'est-à-dire 14 électrons, 14 éléments. Et donc de 58 à 71, on a la série ici complète. En réalité, l'élément 57, c'est l'actinium, et donc de 58 à 71, ce sont les actinides. Mais après, lorsqu'on a rempli complètement l'état 4F, on revient ici pour le 72, qui va donc être 5D2, jusqu'à 80, qui va être 5D10. Mais cette fois-ci, vous voyez, l'état 4F est rempli. Après l'état 4F et 5D, on arrive à l'état 6P ici, et donc de 81 à 86, on remplit l'état 6P. Ensuite de quoi, eh bien, on va attaquer après 6P, vous voyez qu'on attaque le 7S, et donc le 7S, ça nous fait 87 et 88, 7S1 et 7S2. Ici, de nouveau, après 7S, on devrait avoir 5F, mais l'élément 89, comme le 57, est une anomalie, et en fait ici il s'agit de l'actinium, celui-là était le lantane. Donc le lantane et les lantanides, l'actinium et les actinides qui vont apparaître ensuite, comme ceci. Alors j'ai été jusqu'au numéro 103, mais en réalité dans cette série des actinides, il y en a quelques-uns qui n'existent pas. Et en fait, l'élément 104 qui devrait être là n'est pas connu, pas plus que 105 et ainsi de suite. On peut donc considérer ici qu'on a rempli le tableau périodique, presque rempli le tableau périodique, puisqu'il nous reste à placer les 1S1 et 1S2, c'est-à-dire les éléments 101, les éléments Z égale 1 et Z égale 2. Alors j'ai placé le Z égale 2 ici, on a vu que le Z égale 2 c'était l'hélium, et bien l'hélium se retrouve à avoir des propriétés tout à fait analogues à celles des éléments qui sont ici. Les éléments qui sont ici qu'on appelle les gaz rares, ce sont des composés qui sont caractérisés par une quasi-totale inertie chimique. Et donc effectivement l'hélium se retrouve dans cette catégorie-là et n'est pas ici. Cette colonne-là, on aura l'occasion de le voir, ce sont des métaux, ce qu'on appelle les terres rares, ce sont des métaux. L'hélium est un gaz, n'est pas un métal et n'a donc pas du tout sa place ici. En revanche,
L'hydrogène, lui, peut être considéré comme ayant la structure en SE1, mais les autres éléments, ce sont les métaux alcalins. L'hydrogène n'est pas un alcalin. On pourrait donc considérer que, après tout, l'hydrogène, il lui manque un électron pour avoir sa couche 1 remplie, et donc le placer ici. Sauf que ici, ce sont ce qu'on appelle les halogènes, qui sont essentiellement caractérisés par une bonne électronégativité, ou grande électronégativité dans le cas de Z égale 9, c'est-à-dire du fluor, et l'hydrogène n'est pas caractérisé par cette électronégativité. Donc concrètement, on place l'hydrogène ici, dans le tableau périodique, mais en sachant que c'est une position qui n'est pas du tout satisfaisante, comme le placer ici ne serait pas satisfaisant non plus. On peut voir un tableau périodique complet avec les éléments et les noms des éléments. Vous avez vu que dans le tableau que je vous ai rempli, j'ai mis les numéros atomiques et je n'ai pas mis les éléments. Si vous utilisez ce tableau, eh bien vous aurez les noms, les symboles représentatifs des éléments avec leur numéro atomique. On est maintenant toujours dans ce cadre-là. On va regarder quelles sont les informations qui sont fournies par le tableau. D'abord, on a dit l'élément Z égale 2 est dans la même colonne que le 10, le 18, le 36, le 54 et le 86. Alors bien sûr, le nom des gaz rares ne nous est pas donné par la lecture du tableau tel qu'il était avec des chiffres, mais en revanche, on peut retrouver le numéro atomique de tous les gaz rares. Ce sont tous les éléments qui sont le plus à droite du tableau, dans la colonne la plus à droite du tableau périodique. On peut aussi voir que la lecture directe du tableau nous permet de retrouver la structure électronique externe. Ici, par exemple, tous les éléments de la troisième ligne vont être... Alors, tous les électrons internes seront regroupés sous l'appellation de néon, et ensuite, eh bien, on verra qu'on a 3S, X, 2D, 3P, 3SX, 3P, 3S2, 3P, Y, ou 3SX si X est inférieur ou égal à 2. Si on prend Z égale 45, on va se retrouver sur la cinquième ligne. Ici, je vous conseille vivement, lorsque vous écoutez ceci, d'avoir sous les yeux un tableau périodique de manière à pouvoir suivre ce que je vous raconte, puisque ce que je vous ai dit était sur une diapo précédente, et bien entendu cette diapo n'est plus sous vos yeux. Donc il faudrait la voir comme ceci. Donc vous verriez à ce moment-là que Z égale 45, et bien ça va être le quatrième gaz rare. Structure électronique du quatrième gaz rare, c'est tous les électrons internes, et ensuite eh bien, on a 5s2, 4d7. On voit donc ici qu'on considère que la répartition des électrons de la dernière ligne. Je voudrais vous faire remarquer que l'élément 45 peut être écrit de deux façons. Soit on écrit krypton 5s2, 4d7 ou krypton 4d7, 5s2. En réalité, les deux façons d'écrire ceci sont tout à fait équivalentes. Certains préfèrent cette écriture-là, car, comme on le verra tout à l'heure, quand on arrache des électrons, un ou deux électrons à l'élément Z égale 45, ce sont d'abord les électrons en 5s qui s'en vont, alors que cette écriture-là indique tout simplement que les électrons en 5s sont arrivés avant les électrons en 4D. On peut faire des remarques sur les éléments du bloc P. En effet, à partir de la quatrième ligne, on a intégré les électrons qui sont en n-1d. Mais si l'état n-1d est complet, ce qui est toujours le cas pour les éléments du bloc P, c'est-à-dire les éléments des colonnes P1, P2 jusqu'à P6, et bien à ce moment-là, les électrons en n-1d vont être intégrés dans la couche interne. Si on prend par exemple le gallium, Z égale 31, ces électrons externes sont 4s2, 4p1, parce qu'on a intégré les 10 électrons en 3D dans les couches internes. On peut aussi constater qu'on a des anomalies de remplissage.
Les éléments 29, 47 et 79, si on regarde le tableau, devraient être en ns2 n-1d9. Par exemple 4s2 3d9 pour le cuivre, z égale 29. En réalité, ils sont tous en ns1 n-1d10. Le cuivre, par exemple, est donc en 4s1 3d10. On en conclut qu'un état D rempli est plus stable qu'un état D non rempli. 9 c'est non rempli, 10 c'est rempli, et donc cette remarque-là sera utilisée par la suite. De même, les éléments 24 et 42 ne sont pas, comme semblerait l'indiquer la lecture du tableau, en ns2 n-1d4, mais sont en ns1 n-1d5. Pourquoi cela? Eh bien parce que, comme l'état D comporte 5 orbitales, D4 ça nous fait un remplissage quelconque, D5 ça nous fait un demi-remplissage. Et donc on en conclut qu'un état D à demi-rempli est un peu plus stable qu'un état D dans un état quelconque. On va maintenant voir l'évolution de quelques propriétés dans le tableau périodique. Ces propriétés sont mentionnées ici. Il y a les rayons atomiques, l'énergie d'ionisation, l'affinité électronique et l'électronégativité. Bien entendu, on définira chaque fois ce qu'est la propriété et ensuite, eh bien, on verra comment elles évoluent dans une ligne ou dans une colonne. On peut retenir qu'il existe deux approches à la notion du rayon atomique. D'une part, on peut parler du rayon covalent. Lorsqu'on a deux atomes liés, comme ceci, le jaune et le vert, eh bien la longueur de la liaison, c'est la somme des rayons covalents, rayon vert plus rayon jaune donne longueur de la liaison ici. Alors je les ai appelés AB, si le jaune c'est le A et le vert c'est le B, la longueur de la liaison AB c'est la longueur du rayon A plus le rayon B, rayon covalent. Ou bien alors on considère le rayon de l'atome isolé, et à ce moment-là on a une formule qui nous donne ce rayon, c'est R égale n carré sur ZF A0, avec A0 égale 52 picomètres, grandeur qu'on a déjà eu l'occasion de voir dans un chapitre précédent, et n est le nombre quantique principal du dernier électron. ZF, bien sûr, est calculé sur ce même dernier électron. Quelques exemples de calcul. Si on prend le lithium, son dernier électron est en 2s. Le ZF pour ce dernier électron est de 1,3. Le rayon est d'environ 3,1 fois A0, c'est-à-dire 3,1 fois 52 picomètres. Si on prend le sodium, lui, a son dernier électron en 3s, et on va donc observer un ZF pour ce dernier électron de 2,20, vous pourrez vérifier le calcul, et à ce moment-là, cela nous fait un rayon de 4,3 fois A0. Si maintenant on prend le carbone, vous voyez que le carbone est sur la deuxième ligne, exactement comme le lithium. Il a son dernier électron en 2s2p, on peut calculer le ZF pour ce carbone. Pour cet électron en 2s2p du carbone, on arrive à 3,25 et donc on arrive à un rayon de 1,2 fois A0. On retient donc, en définitive, on peut continuer avec le fluor pour finir d'illustrer cela. Le fluor a donc un ZF pour un électron en 2s2p de 5,2 et donc cela nous fait que le fluor a un rayon atomique de 0,8 fois A0. Et bien avec tout ça, on remarque que lithium et sodium sont sur la même colonne. Celui qui est le plus bas a le rayon le plus grand. En revanche, lithium, carbone et fluor sont sur la même ligne et on constate que celui qui a le Z le plus important sur une même ligne se retrouve être le plus petit. Le lithium est plus gros que le carbone, 3,1, 1,2, et le fluor est encore plus petit que le carbone. Donc, on constate ici, finalement, cette conclusion. Dans le tableau, les rayons augmentent de haut en bas dans une colonne, c'est ce qu'on a vu. Le lithium est plus petit que le sodium, et de même, de droite à gauche dans une ligne, ce qu'on a vu également, le lithium est plus gros que le carbone, lui-même plus gros que le fluor. On arrive ainsi au résultat qui peut sembler paradoxal que dans une ligne, un élément est d'autant plus petit qu'il a plus d'électrons.
Les énergies d'ionisation. Alors l'énergie d'ionisation, elle se définit sur la réaction suivante. On prend un atome A à l'état de gaz, on lui arrache un électron pour en faire A+, et donc l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie qui accompagne cette réaction à température et pression constante. On peut retenir que l'énergie d'ionisation est toujours positive et que c'est toujours l'électron le plus extérieur qui s'en va. En gros, c'est l'électron qui a la plus grande énergie. Et on peut globalement prévoir que l'énergie d'ionisation augmente quand on monte dans une colonne et quand on va de gauche à droite dans une ligne. Pourquoi quand on monte dans une colonne? Eh bien tout simplement parce que quand on monte dans une colonne, l'électron qui part est de plus en plus proche du noyau, donc de mieux en mieux attiré par le noyau, et quand on va de gauche à droite dans une ligne, eh bien comme on l'a vu, en fait, plus l'atome est à droite, c'est-à-dire plus il a d'électrons, et plus il est attiré par le noyau, puisqu'il est de plus en plus, l'atome est de plus en plus petit quand on va de gauche à droite. Ceci étant, il y a une particularité pour les éléments du bloc D. Quand on a les éléments du bloc D à ioniser, les éléments du bloc D, ce sont des éléments dans lesquels l'état N-1D n'est pas tout à fait rempli ou est juste rempli, et en revanche où on a encore des électrons en NS, NS2 ou NS1 pour les quelques anomalies qu'on a vues précédemment. Eh bien, dans ce cas-là, si on arrache un électron, c'est toujours l'électron en NS qui partira avant l'électron en N-1D, comme je vous en ai un petit peu parlé auparavant. On va maintenant voir l'évolution des énergies d'ionisation pour les éléments de la deuxième ligne. Les éléments de Z égale 3 à Z égale 10, ce sont les éléments de la deuxième ligne. On a une tendance générale qui est marquée par la courbe qui est là, dans laquelle on voit que pour l'élément Z égale 3, l'énergie d'ionisation doit être plus faible que pour l'élément Z égale 10, et on pourrait imaginer cette tendance générale. Mais en réalité, ce qu'il se passe, c'est que si on prend les éléments les uns après les autres, on constate que l'élément Z égale 3, le lithium, 2S1, est bien au-dessous de la tendance générale. L'élément Z égale 4 est plutôt au-dessus de la tendance générale. Il est en 2S2. L'élément Z égale 5 est un peu au-dessous de la tendance générale. L'élément Z égale 6 est presque une anomalie puisque lui il est directement sur la tendance générale. Le 7 est un peu au-dessus, le 8 est un peu au-dessous, le 9 de nouveau est sur la tendance générale, et le 10 il est très très au-dessus de la tendance générale. Eh bien, on pourrait bien entendu apprendre ça par cœur sans réfléchir davantage, mais on peut essayer d'expliquer pourquoi on a cette évolution assez spéciale et assez particulière. Effectivement, vous voyez bien ce que je vous mets ici, seul le carbone 6 et seul le carbone Z égale 6 et le fluor Z égale 9 ont un comportement normal, entre guillemets, quand sur 8 éléments il y en a 2 qui se comportent normalement, on peut se poser la question d'où est la norme. Eh bien, pour expliquer cela, on va prendre en compte l'évolution des structures électroniques. Le lithium, on a vu qu'il était très au-dessous de la tendance générale. Eh bien, on constate que quand il perd un électron, il se retrouve avec la structure électronique 1s2, puisque l'état 2s est vide. Or, 1s2, c'est strictement la structure de l'hélium. Et on a vu que la structure de l'hélium, le gaz rare, était particulièrement stable. Donc, l'opération de passer d'une structure quelconque en 2s1 à une structure très stable comme celle des gaz rares est une opération qui n'est pas difficile du tout. On a clairement une évolution vers beaucoup plus de stabilité, donc opération assez facile, même très facile, donc c'est-à-dire très peu énergétique. Quand on prend l'azote, lui, au départ il est 2s2 de P3, c'est-à-dire l'état P à demi rempli, et il passe à 2s2 de P2, c'est-à-dire un état P quelconque. À ce moment-là, il évolue d'une structure relativement stable, demi-remplissage d'un état P, à une structure quelconque. Donc évolution vers moins de stabilité, et donc opération difficile, pas très difficile, mais difficile, assez énergétique. De la même manière, quand le carbone perd un électron,
il passe d'une structure quelconque, 2p2, à une autre structure quelconque. Donc à ce moment-là, on n'a pas d'évolution vers plus ou moins de stabilité, et donc l'opération va être normale, moyennement facile, pas très difficile, mais pas non plus très facile. Le néon, lui, quand il perd un électron, il passe de la structure du gaz rare, 2s2, 2p6, à une structure quelconque. Eh bien ça, c'est très défavorable, c'est de l'évolution vers beaucoup moins de stabilité, c'est très défavorable, et ça va donc très mal se faire. Opération très difficile, qui va consommer beaucoup d'énergie. Donc, en conclusion, on peut prévoir que l'évolution des énergies d'ionisation, elle se fera sur la base d'une tendance générale de l'augmentation de gauche à droite, mais si on passe de très stable à quelconque, EI est très au-dessus de la courbe générale. Si on passe de stable à quelconque, EI au-dessus de la courbe générale. Si on passe de quelconque à quelconque, EI sur la courbe générale, on a vu que c'était le cas du carbone et du fluor. Si on passe de quelconque à stable, EI au-dessous de la courbe générale. Et si on passe de quelconque à très stable, c'est le cas du lithium, EI très au-dessous de la courbe générale. Pour mémoire, la structure est très stable, c'est celle des gaz rares. Et par ailleurs, il existe deux structures stables, un état S rempli, un état P à demi rempli. Je n'ai pas mentionné ici, mais vous pourriez rajouter un état D à demi rempli également. Un état S à un électron, ça va être un état quelconque. Un état P à 1, 2, 4 ou 5 électrons, ça sera aussi un état quelconque. Et donc maintenant, on va passer à une autre propriété qui est l'affinité électronique. L'affinité électronique, elle se détermine sur la réaction. A à l'état de gaz fixe un électron pour devenir A- à l'état de gaz. AE, l'affinité électronique, correspond à l'inverse de l'énergie mise en jeu à température et pression constante. C'est-à-dire que si cette réaction échange une quantité E d'énergie, eh bien l'affinité électronique, ce sera moins E. Alors, une remarque, c'est que AE peut être positive ou négative. On conçoit aisément que affinité électronique positive, ça veut dire que l'atome fixera facilement un électron. Or, cette réaction de fixation d'un électron sera facile si elle dégage de l'énergie. Donc si l'énergie ici est dégagée, cela revient à dire que cette énergie est négative et que donc l'affinité électronique est positive. Ce que je vous ai mis ici, si AE positif, la réaction dégage de l'énergie, donc c'est une opération facile. L'affinité électronique, on peut voir comment elle évolue dans le tableau. On admet généralement que l'affinité électronique diminue quand on descend dans une colonne, c'est-à-dire qu'il sera de plus en plus difficile de rajouter un électron loin du noyau dans un système atomique qui comporte déjà beaucoup d'électrons. Et quand on descend, plus on descend dans une colonne, et plus il y a d'électrons autour du noyau. Donc, d'une part, distance au noyau, d'autre part, effet répulsif des électrons déjà en place. Et par ailleurs, l'affinité électronique va augmenter de gauche à droite dans une ligne, mais comme pour l'énergie d'ionisation, il s'agit d'une tendance globale, et cette tendance est corrigée par le fait que lorsqu'on ajoute un électron, on évolue vers plus ou moins de stabilité de la structure électronique. Et donc, pour savoir si deux éléments consécutifs dans quel ordre sont les affinités électroniques, eh bien, il faut écrire leur structure électronique au départ et la structure électronique obtenue après avoir ajouté un électron. La dernière grande propriété qu'on va évoquer, qui est sûrement la plus importante pour la suite, c'est l'électronégativité que j'ai notée EN, et on dit que c'est l'aptitude à attirer le doublet de liaison. Alors bien sûr, pour l'instant, on pourrait dire on n'a pas vu les liaisons, et donc encore moins les doublets de liaison. Mais vous avez déjà entendu parler de cela, et je vous propose donc de dire on va parler des doublets de liaison, même si c'est le chapitre suivant qui permettra de préciser ce que sont ces doublets de liaison. On peut dire de l'électronégativité qu'il en existe plusieurs échelles qui sont globalement cohérentes. Alors, d'une manière générale, quelle que soit l'échelle que l'on va considérer, la tendance générale consiste à dire que on va écarter les gaz rares, puisque les gaz rares se lient très peu. Leur électronégativité, c'est quelque chose qui est un peu sans objet.
Donc les gaz rares étant mis à part, on va considérer que l'électronégativité augmente de gauche à droite dans une ligne, on est bien d'accord, on ne prend pas en compte la colonne la plus à droite, c'est-à-dire celle des gaz rares, et en revanche également l'électronégativité augmente dans une colonne quand on va du bas vers le haut. Les atomes les plus électronégatifs, il n'est pas inutile de les connaître, c'est le fluor l'atome le plus électronégatif, puisque c'est, si on supprime la colonne des gaz rares, c'est le plus à droite et le plus en haut. Ensuite de quoi, eh bien, c'est l'oxygène qui est à la gauche du fluor, puis l'azote et le chlore. L'azote est à côté de l'oxygène, le chlore est sous le fluor, et puis bon, il y en a d'autres. Je vous ai mentionné deux éléments parce qu'ils sont importants dans le cadre de la chimie organique, le carbone et l'hydrogène. Donc le carbone est bien moins électronégatif que le chlore, mais sensiblement plus électronégatif que l'hydrogène.